Mais dans tous les projets qu'on fait, tout ce qu'on veut faire au quotidien, c'est important de garder une part où on se marre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler dur, ça ne veut pas dire qu'il y a un moment donné où il y a plus de choses à faire ou à entreprendre, où il y a des moments où il y a des coups de bourre, mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à s'amuser. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, très importantes. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 7e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans la tanière de la société Coca Service et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Pascal Meyer, sa loutre-in-chief et fondateur. Salut Pascal. Salut Brian. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Plaisir. Après ces quelques mois de va-et-vient à cause du Covid, c'est vraiment sympa d'avoir gardé l'envie, si je peux dire ça. Donc, pour les personnes qui ne te ou vous connaîtraient pas, je vais présenter brièvement ce que vous faites, les différentes entreprises et les plateformes. Et n'hésite pas à intervenir s'il y a des erreurs ou si tu veux ajouter quelque chose. Donc, Coca Service ou simplement coca.ch, c'est une entreprise que tu as créée en 2005 et qui compte aujourd'hui plus de 120 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Elle est active dans le domaine de l'e-commerce en faisant des offres spéciales et uniques par jour avec les marques Coca, Q-Wine, Q-Beer, Q-Sport, Cooking, Kids et Clock. En mars 2020, donc en pleine pandémie Covid, vous avez réagi très rapidement et vous avez introduit en collaboration avec 2 compagnies d'assurance et la Fédération romande des consommateurs la plateforme Direct, qui avait pour but de soutenir le commerce local suisse. Et donc cette collaboration a généré 9 millions de francs fin mai 2020. Ensuite, fin juin, vous avez lancé le projet de soutien Welcome pour les acteurs touristiques vaudois, de nouveau en collaboration avec la Fédération romande, mais surtout le canton de Vaud, avec un fonds cette fois-ci de 15 millions et cela a généré 42 millions fin septembre 2020. Et puis, vous avez fait un retour, donc Welcome a fait un retour au 1er décembre. Et là, très rapidement, en environ un mois, vous avez généré cette fois 100 millions, avec un début de 20 millions. Alors, en fait, au total, entre Welcome, on va dire, première édition et deuxième édition, au total, ça faisait un peu plus de 100 millions. Ouais. Ah, ok, c'était les deux. Ok, oui, d'accord. Bon, de toute façon, énormément d'argent pour ce soutien. C'est vraiment hyper positif, à mon avis, de voir ce soutien de votre communauté ou j'ai envie de dire de la Suisse romande en général. Tout à fait. Et puis, également pour montrer à quel point, donc, j'ai parlé de la communauté, c'est quand même quelque chose qui est très important pour vous, donc pour Coca, les Caucasiens, comme vous les appelez, pour montrer à quel point c'est important et à quel point la communauté est forte chez vous. Vous avez, fin d'année 2017, pour les fêtes, vous avez acquis un Picasso. Tout à fait, exactement, avec la communauté, ouais, exactement, 25 000 personnes qui 25 000. Oui, tout à fait, qui ont mis tous entre 50 et X milliers de francs, mais en gros, on a levé avec 25 000 personnes 2 millions par tranche de 50 francs. Donc, il y a des gens qui ont acheté 10 tranches de 50 francs parce qu'ils voulaient les offrir à des amis, il y en a qui en ont acheté qu'une, mais enfin, tout le monde pouvait finalement démocratiser un petit peu le monde de l'art en ayant un petit bout d'un Picasso. Ça, c'était un petit peu le concept qu'on avait fait pour montrer aussi la force de la communauté, puis de dire, on peut aujourd'hui... alors, c'était assez précurseur, parce qu'aujourd'hui, on parle des... Il y a plein de choses, il y a les NFT, il y a de la tokenisation d'objets d'art, enfin, il y a plein de choses. Donc, c'était finalement assez fun de montrer qu'on pouvait finalement démocratiser le monde de l'art, puis c'est pas juste réservé aux gens qui sont pleins de pognon et puis qui peuvent avoir eux-mêmes des tableaux. En plus de ça, j'ai vu une vidéo du fils de Pablo Picasso qui, en fait, on va dire, mettait en avant ce que et applaudissait ce que vous avez fait. Donc, c'est aussi, je veux dire, c'est hyper pour vous d'avoir son fils, donc le fils de Pablo Picasso, qui fait une petite interview comme ça et qui t'a contacté, hein, c'est juste? Tout à fait. Alors, il nous avait contacté en disant on a eu très peur au départ parce qu'on a reçu aussi passablement de lettres d'avocats parce qu'en fait, le nom Picasso est protégé, mais ça venait pas de lui, ça venait vraiment de l'équipe qui protège la marque. Légal. Puis nous, on avait fait Picasso avec un Q.ch, donc on était vraiment, on contrevenait, je pense, à toutes les règles possibles, mais on s'est dit il faut qu'on le fasse et puis
puis au final, quand justement Claude Picasso, qui est le fils de Pablo, a vu ça, il nous a dit non mais c'est tellement génial, bien évidemment, que moi je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir toutes les autorisations possibles, parce que j'adhère au projet. C'est pas un projet qui a pour but de gagner de l'argent, c'est plus un projet qui a pour but de démocratiser le monde de l'art, et puis qui a un message très fort. Donc ça a été vraiment un super support, et comme tu l'as dit, d'habitude il s'exprime très peu, et là c'était vraiment chouette de l'avoir finalement interpellé par ce biais-là. Très gratifiant en fait. Tout à fait, non, c'était pour nous une grande surprise. Ouais. Et du coup là on a déjà parlé de communauté, de contre-courant, si je peux dire ça comme ça. Et oui. ça c'est des, pas des valeurs, mais c'est des thèmes que j'ai beaucoup entendus ou vus en faisant mes recherches en fait. Donc on va en parler, on va un peu creuser là-dedans. Et puis il y a un peu plus d'1 an, vous avez lancé Scale. Donc avec un Q, Scale avec un Q. C'est une plateforme qui s'occupe du déploiement de la vente en ligne à l'international pour les entreprises suisses. Tout à fait. En plus de tout ça, en 2022, début 2022, pardon, il y a votre QG, le quartier général, qui normalement devrait être inauguré. En tout cas, vous avez prévu de déménager en janvier 2022. Alors peut-être que ce sera plutôt février-mars, parce qu'on sait toujours comment ça va avec les travaux. Mais c'est vrai que le bâtiment nous est remis en décembre. Après, il y a encore deux, trois finitions. Et puis je pense qu'entre février et mars, on devrait pouvoir y emménager. Ok. Et du coup, moi, en faisant mes recherches, je me demandais, mais comment est-ce que surviennent tous ces projets? Sous quelle forme est-ce que, par exemple, vous évoluez avec la méthode agile, méthode Scrum, pardon, qui est une méthode agile. Du coup, est-ce que ça a un impact, ou bien votre équipe, vos équipes sont de nature comme ça hyper preneuses de projets, d'idées, et puis vous allez à fond dès que vous avez une idée, vous essayez, si ça va pas, bon voilà, on en essaye une autre, ou bien comment est-ce qu'elles surviennent ces idées? Alors il y a plusieurs choses, hein. Alors je pense pas que la méthodologie soit finalement le moteur de ces idées, mais c'est vraiment l'état d'esprit en fait, de manière globale. N'importe qui veut ou qui a une idée de projet peut venir échanger, peut venir la pitcher, peut discuter de ce projet-là, puis après on peut voir si c'est réaliste ou pas, ou si c'est réalisable ou pas. Et puis aussi ça dépend parce qu'on a une grande liste de projets, donc ça dépend aussi de la priorité et puis l'intérêt finalement pour notre communauté d'avoir un tel projet. Donc il y a toujours un lien pour nous de qu'est-ce que ça peut apporter à notre communauté. C'est pas forcément un lien qui doit être commercial, c'est vraiment un lien d'une plus-value pour notre communauté. Qu'est-ce que ça a comme plus-value, et puis pourquoi est-ce qu'on devrait le faire. Alors il y a effectivement plusieurs projets dans le pipeline. Il y a aussi des projets qui sont liés à la réutilisation de certains produits, au fait d'offrir à notre communauté des services, de pouvoir reproposer quelque chose qu'ils n'utilisent plus, ou de pouvoir le faire réparer. Donc il y a passablement de projets alors qui ont été mis en stand-by en 2020 dû au fait qu'on a dû développer toutes ces plateformes et qu'on a perdu 6 à 8 mois de projets qui étaient des projets de développement pour nous, justement pour être au service de ces petits artisans. Mais non, je veux dire, n'importe qui peut venir. Ça peut être des gens externes, ça peut être des gens à l'interne, ça peut être des questions qu'on se pose, ça peut être aussi des feedbacks qu'on a de notre communauté. C'est souvent le cas. On a des feedbacks, et sur la base de ces feedbacks, il y a un projet qui émerge, et on y va, on fait le truc. Donc c'est vraiment, je dirais, on n'est pas sur un seul canal, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouvert, et puis de pouvoir échanger. Puis il y a des projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a peut-être pas les ressources parce que c'est clair que dans le cadre de Coca, on a tout qui est développé à l'interne, tout en Suisse, toutes nos équipes sont en Suisse, tout est je dirais, centralisé ici, et c'est clair que ça ne donne pas les avantages de certaines sociétés qui, elles, sont peut-être plus grandes ou ont une grande partie de leur équipe à l'étranger, où elles ont peut-être plus de flexibilité, et puis elles ont peut-être avec moins de moyens, plus d'efficacité. Après, voilà, c'est un parti pris de notre part. Et ça, c'est justement un point qui est primordial pour toi, c'est de connaître les personnes qui travaillent ici, chez Coca, de finalement pas devenir une machine comme, on va pas en citer, mais comme des immenses e-commerçants qui existent dans le monde. Et donc, toi, aujourd'hui, je veux dire, tu as commencé en 2005 à la Tour de Paix, hein, vous étiez 2, et puis ensuite en 2015, vous étiez plus de 50, et aujourd'hui plus de 120. Du coup, concrètement, Coca a quand même énormément évolué. Du coup, comment étaient les débuts?
par rapport à quand t'engageais toi-même les personnes et aujourd'hui, je sais pas, mais tu me le diras si toi tu es là avec les RH quand il y a une nouvelle personne ou pas. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour lier un lien avec cette nouvelle personne, étant donné que c'est quelque chose qui est important pour toi? Alors c'est quelque chose de très important pour moi, mais je dois avouer que depuis une année, c'est très difficile parce que Mhm. il y a des gens qu'on a engagés que j'ai vus peut-être qu'une seule fois, parce que dû au fait qu'on doit travailler à distance et puis qu'on ait toutes ces contraintes, donc ça pour moi c'est vraiment un problème. Petite rectification, maintenant on est un petit peu plus de 160, mais ça Ah c'est ouais, ouais, non, ah ouais, ok. il y a eu un bon boost en Ah ouais, fait sur ok, 2020 ok. et puis ce début d'année, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'avoir ces événements où tout le monde se retrouve, où ça peut être sous forme de barbecue, ça peut être, enfin, on a plusieurs événements dans l'année qu'on organise en équipe. Et puis maintenant, on a dû les modifier un petit peu, mais en étant créatif, on arrive à faire des moments qui sont quand même sympas, même si on est tous à distance. Mais on arrive, mais on espère que bientôt, on pourra tous se retrouver, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, concernant le recrutement, non, alors je suis plus du tout avec les RH, et heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment un problème pour les RH et c'est pas moi qui ai les compétences finalement de pouvoir engager par exemple un nouveau développeur. Pour moi, quelqu'un qui aurait les meilleures compétences, c'est justement un développeur lui-même ou l'équipe de développement qui va pouvoir tester la personne, qui va pouvoir échanger avec. Donc je pense qu'il faut laisser vraiment l'autonomie aux gens et puis la possibilité justement d'éclore, quoi. Pour moi, c'est vraiment important de laisser les gens eux-mêmes évoluer puis peut-être les aider à éclore, mais surtout pas à être là à décider, alors non, non, celui-là, il convient pas, etc. C'est vraiment à eux de sentir. Et puis, ça responsabilise aussi tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des gens bien plus qualifiés que moi et bien plus talentueux pour faire ces engagements et pour faire la sélection des gens. Et c'est pas une personne, sous prétexte qu'elle soit peut-être un des fondateurs qui pourrait, je dire, exceller dans cette discipline. Non, c'est vraiment pas du tout le cas. En fait, Mhm. pour moi, cette intelligence collective, l'échange qu'on peut avoir avec nos collègues, les écouter. Moi, il y a plein de fois où d'un coup je dis ah, il faut qu'on fasse ça, allez, go, go, go. Puis j'ai plein de gens qui disent non, non, mais il faut pas pour telle raison, telle raison. Puis c'est bien plus intelligent que ce que moi je voulais faire. Donc Mhm. c'est bien, on a une chouette dynamique et ça pour moi c'est très important de conserver. Ok. Du coup, par la compétence, en fait. Tout à fait, la Ouais. compétence, le fait que des fois on peut venir avec une idée, moi j'adore venir avec une idée, puis après elle est challengée par 3-4 personnes, puis au final elle sort vachement mieux que ce que j'avais prévu, mais on a pu donner l'impulsion. Ça je trouve que c'est hyper important et c'est hyper positif. Mais du coup, donc hors Covid, euh, comment est-ce que tu rencontrais les personnes, les nouvelles personnes? Donc, comme tu as dit, par exemple, quand il y avait un barbecue, voilà, c'était, comment dire, officiel, vous voyez, enfin, c'était dans ce but-là, Tout ou à bien fait. une séance, ou... Non, mais alors, quand il y a quelqu'un de nouveau qui commence, la personne qui est, entre guillemets, son parrain pour le début, Ah, ok, l'emmène toujours il faire y a un parrain. voilà, l'emmène Ok, faire un petit tour de la boîte, et puis ça me permet justement de rencontrer les gens comme ça. Puis si d'un coup, pour des d'accord. raisons X ou Y, j'étais pas là ce jour, là au bureau, ben je vais moi proactivement aller, poser des questions, parce que ça m'intéresse aussi, Mhm, aussi d'échanger. Et mhm. puis, très souvent, hors Covid, il y avait toujours une présentation de ma part pour toutes les personnes qui avaient été engagées dans le mois, pour expliquer un petit peu quelles étaient les valeurs, comment ça fonctionne, et de faire vraiment un partage qui était pour moi assez important, quoi. Ça, c'était un truc qui est pour moi essentiel. Ok. Et du coup, avant, tu as dit, heureusement que tu n'es plus dans les RH ou dans ce processus de recrutement, parce que voilà, tu n'as pas forcément les compétences pour. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui sont formées pour ça. Par contre, vous avez des valeurs. Donc, tu as des valeurs que petit à petit, vous avez cultivées et qui sont hyper dominantes. Et je te pose la question, du coup, est-ce que les RH ont ces valeurs qui sont encore plus ancrées que les autres, finalement? Alors les RH sont extrêmement sensibles à ces valeurs-là, Ouais. parce qu'elles savent que, d'ailleurs c'est déjà arrivé, hein, qu'on se sépare de certaines personnes qui étaient ultra compétentes, mais qui ne convenaient pas avec les valeurs de la boîte ou qui n'étaient pas, je dirais, respectueuses pour certaines choses. Et pour nous, c'est les valeurs en premier, avant la performance, avant la compétence, quoi. Ça, c'est extrêmement important pour que ça roule. Mhm. Ok. Et donc, toi, maintenant, aujourd'hui, tu as un rôle du visionnaire, tu es l'ambassadeur de Coca.
Tu es quand même très actif, ou avant en tout cas, en fait, tu donnais des conférences. On te voit quand même souvent sur les réseaux sociaux ou autres, ou dans les différents événements. C'est toi qui animes les activités à l'interne. Ce rôle, il s'est fait naturellement, petit à petit, au fil des années, ou bien est-ce que tu aurais avec les années, tu saurais dire pourquoi ou comment tu t'es petit à petit mis dans cette position-là? Ben pour moi, c'était important de partager. J'ai toujours bien aimé le partage d'expériences, l'échange, se marrer. Ça, pour moi, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes. Le fun en est une. Et pour ça, ben, c'est important de garder l'effet de surprise à l'interne, de faire marrer les collègues aussi, et puis d'aller, je veux dire, de l'avant dans cette optique de toujours rester finalement simple, puis de partager de l'expérience. Donc pour moi, naturellement, c'est quelque chose qui me plaisait. C'est quelque chose que je pratiquais même avant dans mes jobs précédents, de toujours créer le lien. Hein. Je veux dire, j'avais un job de responsable au niveau IT pour une société internationale, mais j'organisais des barbecues, pour moi, cette cohésion d'équipe, elle est hyper importante. Pour moi, c'est presque plus important finalement que le job, parce que faut pas oublier qu'on passe un temps énorme tous ensemble. Donc passons-le dans une optique où on peut bien se marrer, où ça peut être sympa, où on a vraiment la banane pour venir justement au boulot. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui sont très importants, et c'est quelque chose que j'ai naturellement gardé après par la suite. Et puis parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît, de pouvoir faire ce partage d'expérience en donnant des conférences, en faisant des podcasts, en faisant un tas de choses, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors maintenant, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc je dois aussi faire attention, parce que à côté de ça, j'ai aussi mes collègues qui comptent sur moi sur d'autres je dirais missions que j'ai aussi à l'interne. Donc j'essaie un petit peu de faire la balance par rapport à tout ça. Ok. Et justement, tu parles beaucoup du fun dans le travail, du fun finalement dans ta vie, quoi, de tous les jours. Comment est-ce qu'on associe le fun avec le travail dur? Quand je dis le travail dur, c'est par exemple quand vous avez lancé la plateforme Direct. Je ne sais plus si c'était Direct ou Welcome, une des deux. Tu avais dit, j'avais écouté une interview ou un échange où tu disais, mais c'était 2 ou 3 jours ou je ne sais pas combien, je dis n'importe quoi, à 200%, quoi, pour votre équipe de développeurs. Et du coup, là, le fun, alors c'est fun, la fin est fun. J'imagine qu'il y a des moments fun, mais tu vois, pas dormir, de travailler dur, parce que finalement, vous essayez quand même de faire quelque chose d'impactant pour les personnes. Donc, où est le fun en fait? Où est le fun dans ça? Comment est-ce que tu trouves, ou comment est-ce que tu cherches le fun? En fait, si tu veux, sur un projet comme c'était Direct, en l'occurrence, on a dû lancer ça en très peu de temps. Donc, on n'a pas dit aux gens, on va lancer ça, il faut le faire. On a une idée, c'est ça, qui est in. Et puis, les gens qui étaient in, qui ont dit, non, moi, ça me botte bien, en plus, ça va avoir un impact. Ça a fédéré beaucoup de gens à l'interne. Et aujourd'hui, quand on discute avec les collègues, tout le monde est hyper fier, même si la première itération de Direct nous a coûté très cher en termes de ressources humaines, parce qu'on était 30 personnes à bosser pour onboarder les gens et tout ça pendant 2-3 mois. Donc, c'était vraiment un gros travail personnel. Mais c'était tellement enrichissant. Et le fun qu'on a derrière, c'est l'excitation de pouvoir, faire plaisir à des gens, 2, leur venir en aide, et 3, de voir que la communauté, elle réagit aussi par rapport à ça. Et ça, c'est aussi une satisfaction. Mais ça, c'est un projet effectivement très, très spécial. Mais dans tous les projets qu'on fait, tout ce qu'on veut faire au quotidien, c'est important de garder une part où on se marre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler dur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment donné où il y a plus de choses à faire ou à entreprendre, où il y a des moments où il y a des coups de bourre, mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à s'amuser. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, très importantes. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué de lier les deux. Je dis ça parce que juste avant qu'on enregistre, tu m'as dit que tu avais vu passer l'épisode avec Olivier Bourquin, que tu connais. Et avec lui, justement, on a discuté du plaisir. Et moi, quand je m'entraîne, quand je fais du sport, j'ai pas forcément du plaisir. Mon plaisir, il est après, à la fin, quand j'ai fini. Et c'est pour ça que je te posais la question,
Du coup, pendant un projet je sais pas, X, justement, vous évoluez avec la méthode Scrum. Du coup, c'est des sprints de 2 à 4 semaines, c'est ça? Oui. Et puis après, ça évolue. Enfin, voilà, il y a des stand-up meetings. Donc, je te pose la question par rapport au fun, parce que je me pose la question, en fait, concrètement, quand il y a du stress, quand il y a des deadlines quasi impossibles à tenir, au-dessus de tout ça, il y a des chiffres peut-être qui ne vont pas avec le projet en question, et du coup, le fun, il n'est pas forcément facile à trouver. En fait, le fun, il est sur la globalité. Peut-être qu'il y a des tâches qui seront, il y a des tâches qui m'embêtent de faire. Mais Ouais. au final, ce qui est important, c'est la globalité. C'est le fun que tu peux avoir en étant au travail. C'est le fait de pouvoir avoir une certaine flexibilité dans ton travail, de pouvoir, même s'il y a des moments où c'est effectivement très intense, comme pour un entraînement, ce qui est important, c'est la globalité. Et pas que tu sois, je dirais, triste dans ton travail. Si tu es triste parce que c'est trop compliqué, c'est qu'on fait quelque chose de faux. On doit changer quelque chose. Je ne dis pas qu'on est irréprochable puis qu'on fait tout juste, loin de là. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger que le fait d'avoir du fun et de rendre les choses fun au quotidien, dans le travail ou dans les à côté du travail, c'est quelque chose qui est important. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. Mais oui, il y a des tâches qui sont pas cool, où tout d'un coup, il faut faire le truc, et puis tu as moins de fun en faisant cette tâche-là, mais tu ne dois pas voir ça que sur un instant T, tu dois le voir sur la globalité. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'au global, à la fin de ta journée ou à la fin de ton projet, tu puisses te dire, non, mais c'était génial quand même à faire. Oui, on a transpiré, oui, il y a eu des moments qui étaient compliqués, et puis oui, il y a des moments où on s'est frité parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, mais au final, on a tellement eu de plaisir. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment, je pense pas qu'il faille dire que c'est finalement à chaque minute que tu dois avoir du fun. C'est vraiment, je dirais, une variable qui est globale en fait au projet. C'est une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction sur les conditions de travail, c'est une satisfaction sur l'échange que j'ai avec mes collègues. Et c'est tous ces aspects-là pour moi qui sont importants. Ok. Ouais, donc c'est vraiment cette idée du long terme, Tout à d'être fait. content en fait, globalement. Oui, Ouais. Et finalement, bah, c'est comme dans la vie, quoi. exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire, et puis finalement, tant que la globalité est satisfaisante ou est justement heureuse, ben, voilà, on continue et Tout puis à on fait. est content. Et donc, en parlant de... donc pour le projet direct, donc, qui n'était pas un projet à but marketing, comme tu l'as dit dans cette justement interview, je ne me souviens plus exactement du nom, mais concrètement, si vous vouliez, si vous avez voulu vraiment marquer le coup, vous aurez fait un truc beaucoup plus énorme et grandiose avec moins en termes d'argent. Donc, mais pour parler un peu du marketing chez Coca, donc toi, tu as commencé avec cette idée de pas mettre de budget dans le marketing, pardon. C'était suite à une discussion avec un de tes profs, hein, c'est juste? Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de dire, on va aller à l'encontre de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir en marketing. Notre marketing, ce sera le bouche à oreille. Parce que ça a beaucoup plus je dirais, de valeur d'avoir quelqu'un qui a une expérience chez toi et qui en parle ailleurs, plutôt que d'avoir une campagne de pub et puis de marteler les gens avec de la publicité, de l'affichage ou autre. Donc, on a toujours été contre le marketing traditionnel. Alors maintenant, on fait quand même des campagnes de e-marketing, donc de marketing digital, plus fortement sur Salémanique, où là on est beaucoup moins visible, mais on essaie de les faire de manière un peu différente, c'est-à-dire d'avoir une approche qui soit différente. Mais au tout début, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour moi c'était vraiment impensable. Pour moi, le marketing, le meilleur marketing, c'était vraiment de pouvoir, et ça continue, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas incompatible avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais de vraiment avoir ce service et de montrer en fait aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir des monstres campagnes de pub, mais d'avoir vraiment un service qui soit au top. Et ce service au top fait que indirectement les gens vont échanger et puis vont dire voilà, j'ai une expérience que j'ai trouvée bien ou pas bien, et puis si elle n'est pas bien, c'est une super opportunité pour nous de pouvoir nous améliorer. Donc en partant de cette philosophie là, pour nous ça nous a permis de vraiment bien développer et bien grandir. Et comment est-ce que tu fais pour filtrer, s'il faut filtrer les commentaires des personnes? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, constructifs. Et justement, ben, en plus, vous avez cette communauté où vous prônez, si on peut dire ça comme ça, le retour des personnes. Mais
j'imagine que vous avez des personnes qui... Il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui sont juste haineuses ou voilà, qui, je sais pas, jalouses ou je sais pas ce qu'elles ont, mais du coup, vous répondez à tout. On essaie de répondre à tout, ça pour nous c'est hyper important, mais effectivement les gens vont plus facilement mettre un commentaire quand ils sont déçus ou pas contents. Après c'est toujours une question de comment on interprète les choses. Pour moi d'avoir un feedback de quelqu'un qui est déçu ou pas content, ça a une énorme valeur, parce que ça veut dire que peut-être qu'on a merdé quelque chose. Donc pour nous, tous ces commentaires-là, ils sont hyper précieux de se dire mais comment on peut améliorer, comment on peut encore finalement être encore meilleur pour notre communauté. Après il y a des commentaires gratuits certes, Voilà. mais il faut quand même les entendre. Moi je suis convaincu que en tout cas sur nos forums et sur ce qu'on voit, que tous les commentaires, peu importe, les gens peuvent être mal lunés un jour, ça arrive. Il faut juste être respectueux de ces gens qui ont pris la peine finalement d'écrire quelque chose. Et il faut l'accueillir comme un message qui est finalement important pour nous améliorer. Et puis quand c'est gratuit, il ne faut pas le prendre personnellement, mais ça vaut la peine de répondre. Parce que la personne, si elle met un commentaire gratuit, c'est qu'il y a une raison, c'est que derrière, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas super bien fait. Donc on essaie vraiment de le prendre très positivement et puis de se dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Et vraiment d'être dans cette optique-là plutôt que d'être sur la défensive et commencer à supprimer des commentaires ou commencer à cacher des choses. C'est pas du tout dans la philosophie de ce qu'on veut faire chez Coca. Ok. Et donc, juste pour revenir au marketing, où aujourd'hui vous allouez un budget pour certaines e-campagnes ou voilà, campagnes digitales. Aujourd'hui, si tu recommençais ou si tu commençais une entreprise, disons que tu étais Pascal Meyer, mais inconnu du public, est-ce que tu penses que c'est faisable encore de relancer je dis un Coca, mais c'est pas forcément dans l'e-commerce, donc peu importe le secteur, qu'avec le bouche à oreille et sans cette partie digitale, justement? Non, alors je pense que alors pour moi, ce qui est important, la recette finalement qui fait que ça peut fonctionner, c'est d'être un petit peu différent, mais d'être bon, c'est-à-dire bon dans le service que tu vas offrir, bon dans le buzz, parce qu'indirectement, aujourd'hui, ce qu'on qualifie de marketing de l'époque, c'était les buzz qu'on faisait, tu vois. Alors que, je veux dire, ces buzz, ils nous coûtaient zéro, mais ils nous rapportaient zéro aussi, mais ils permettaient de montrer qu'on était différent des autres, puis qu'on avait accès peut-être parfois à des produits exclusifs, parfois accès à des choses qui étaient différentes. Et en fait, on s'est décarcassé pour ça, on s'est battu pour notre communauté pour ça. Et ça, les gens, ils le sentent, tu vois. Et c'était simplement d'avoir une approche différente. Alors aujourd'hui, c'est qualifié comme du marketing parce que ça a fait son temps. Mais bien évidemment, quelqu'un qui démarrerait aujourd'hui, je lui dirais, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer finalement un concept ou quelle est ta valeur ajoutée, et puis de rester authentique, puis d'être le plus clair possible. Pour moi, aujourd'hui, le Pascal Meyer qui fait un podcast avec toi, c'est le même que celui qui va jouer un match de skater hockey à Bienne. Tu vois, y a pas on n'est pas en train de jouer avec des casquettes. Et les gens adorent cette transparence. Et puis, c'est important aussi que tu dises quand tu fais les choses mal, quand tu merdes, parce que ça arrive. On est complètement faillible, on est humain. Donc, c'est important de montrer que là, il y a une faille. Ah ouais, désolé les gars, etc. Pour moi, c'est tous ces éléments-là qui font que c'est important. Et si je devais recommencer quelque chose demain de nouveau, je prendrais ces exemples-là en disant, voilà, comment je peux venir avec une amélioration, quelle est ma valeur ajoutée, et puis comment, en étant transparent, en étant moi-même, en étant sérieux aussi dans ce qu'on va délivrer, on peut y arriver. Puis je commencerai à étudier le truc. Mais très certainement qu'effectivement, les cartes sont différentes aujourd'hui par rapport à 2005. J'aurais besoin, pour avoir de la visibilité, de peut-être faire une campagne de e-marketing, ce qui n'était pas le cas au départ quand on a commencé. Et puis, mais peut-être qu'on la ferait différemment que ce qui existe aujourd'hui. Ok. Et par exemple, dans un secteur technique, par exemple, nous, en fait, c'est juste en te disant ça que je viens de remarquer que j'avais... Normalement, je me change, je ne mets pas mon uniforme. Mais du coup, nous qui sommes dans un secteur quand même très technique, du coup, la partie un peu... Nous, on n'est pas directement dans le bâtiment, mais on est un peu entre la frontière du bâtiment et l'IT, donc entre les électriciens et l'IT. Mais par exemple, tout ce qui est dans la construction, et je parle plutôt des petites entreprises, parce que maintenant, il y a des entreprises qui sont grandes ou disons de taille, des vraies PME, si on peut dire ça comme ça, où eux allouent un réel budget dans le marketing et ont une certaine visibilité, et puis voilà, font des campagnes. Concernant la communauté, par exemple dans un secteur
du bâtiment. Est-ce qu'à ton avis, ça joue également un rôle très important? Là, on est sur du B2C, on n'est plus sur du B2B comme nous, donc c'est encore différent. Mais bien sûr que ça a une importance parce que les éventuels prestataires qui vont faire appel à tes services... Enfin, vous oui. êtes en B2C et ces secteurs de bâtiments sont plutôt en B... Ouais, bon, il y a les deux. Mais je crois que tu as dit l'inverse. Nous, on est plutôt en B2C, vous Exact, êtes plutôt voilà. en B2B. Ouais, alors, Voilà, si j'ai dit exactement, l'inverse, exactement. je me suis Ouais, trompé. ouais. Mais ouais, l'idée, c'est de dire, mais comment tu peux, aujourd'hui, même si tu es en B2B, avoir enfin, je veux dire, ça n'enlève en rien tes valeurs, ton authenticité, le fait que tu puisses créer une communauté, que tu puisses apporter ou partager ton savoir avec d'autres, ça l'enlève pas. Et ça peut te donner un élément différenciateur. Donc moi, je pense pas que parce que tu es en B2B, le comportement est différent qu'en B2C. Simplement, tu t'adresses à, entre guillemets, moins de monde, mais il faut trouver l'angle qui soit... je ne me suis pas penché sur la question, mais il faut trouver l'angle qui soit le plus, je dirais, le plus approprié. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas monter une communauté, que tu ne peux pas finalement fédérer quelque chose. Il y a d'ailleurs plein de sociétés qui démarrent dans un domaine et puis disent, tiens, on va faire une fédération de ces corps de métiers-là, donc qui finalement intègrent leurs concurrents directs dans la réflexion, et puis sont plutôt une intelligence collective. Et puis ça donne aussi plus de force, ça permet aussi de travailler en intelligence, puis peut-être de démarcher aussi différemment des éventuels mandats par la suite. Donc, bien évidemment, je ne me suis pas penché sur cette question-là précisément, mais je pense qu'il y a des choses super intéressantes à faire. Ok. Et donc vous avez un slogan qui est « On fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi ». Depuis quand est-ce qu'il est en place, ce slogan ? Je dirais que ça fait 4-5 ans qu'il est là et il a évolué parce qu'on fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi, mais pas n'importe comment. Ouais. Et puis ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important, quoi. Et d'aller un petit peu plus loin. Mais ça fait effectivement, je dirais, 5 ans que c'est ancré comme ça. Ok. Et vous avez... Vous avez vraiment des valeurs qui sont très puissantes, comme le fun, par exemple. Ça, c'est des choses, donc valeurs, slogans, votre mission, c'est des choses qui sont venues petit à petit, ou un jour tu t'es dit, bon, il faudrait quand même qu'on commence à poser certaines bases pour que les nouvelles personnes sachent aussi où on va, ce qu'on veut, pourquoi. Comment ça a évolué toute cette partie valeurs, mission ? C'est une bonne question parce que c'est un peu des deux. Si tu veux, que tu démarres un projet indirectement, ces valeurs, tu les transpires, la mission aussi, mais tu les as jamais formellement écrites. Puis effectivement, quand il y a un petit peu plus de monde, tu dois, pour les communiquer, les poser toi par écrit. Et puis ça, c'est un gros travail parce que tu te dis, ouais, mais pour moi, c'est logique de faire ça comme ça, etc. Mais peut-être que c'est pas logique pour les nouveaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est important. Et puis de chercher la raison, le why, et pourquoi est-ce que tu fais ça, et pourquoi est-ce que les gens qui travaillent pour Coca ou chez Coca vont faire ça, tu vois. Et c'est important de répondre à ces questions et de faire ce travail soi-même, parce qu'on connaît la réponse soi-même, vu qu'on a monté la boîte, on a une raison d'être, on a un pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et puis qu'on fait tout ça. Et une fois qu'on a réussi à poser ça et qu'on arrive à le communiquer, les gens qui vont adhérer finalement à cette idée, à cette vision, à cette mission, à ce pourquoi, va faire en sorte qu'on va pouvoir tous regarder dans la même direction, et aussi quand on va prendre des décisions, voir si c'est en ligne avec cette stratégie et cette vision. Et ça, c'est des choses qui évoluent ? Bien sûr, c'est des choses qui évoluent, qui sont en constante amélioration, mais et je dirais que la base, elle reste. Après, ce qui va évoluer, c'est en fonction de la région où on vit, l'année à laquelle on vit. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut toujours être en amélioration et puis ajouter des éléments en plus. Et ça, c'est important. Mais j'ai l'impression que la raison d'être ou le pourquoi de ce qu'on fait est quelque chose qui est de base et qui transpire. Mais ça peut tout d'un coup évoluer aussi un petit peu dû à 1 million de facteurs différents. Et concernant votre type d'organisation, quand on s'était vu l'année passée, on en avait un peu discuté, vous étiez potentiellement, en tout cas vous réfléchissiez
la structure holacratique. Et puis tu m'avais dit, j'avais noté, je crois 90%, vous avez fait un sondage, Oui. et puis il y avait 90% environ des personnes qui Qui étaient favorables. Voilà, exactement. Où ça en est aujourd'hui? Alors, ça en est qu'on Si a, c'est pas, avec la période de Covid, on a dû repousser un petit peu. On a déjà fait des formations en janvier. Donc, on a commencé avec une initiation avec un groupe de personnes assez important. Et puis, ce qu'on veut nous privilégier, c'est vraiment ces rencontres physiques. Alors, on a aujourd'hui encore, on a encore cet après-midi un autre rendez-vous par rapport à ça. Donc, on est en train de mettre en place les choses, mais petit à petit, dû au fait que pour nous, c'est hyper important quand même de le faire de visu, de se voir. Donc, on essaie de faire le maximum qu'on peut à distance, mais c'est pas du tout un projet qu'on a abandonné, bien au contraire, il est simplement un petit peu, je dirais, ralenti dû au fait des mesures qu'il y a en ce moment. On espère que d'ici la fin de l'année, ça aura pu réouvrir, puis qu'on aura pu accélérer la chose. Et concrètement, cette étape qui officialiserait votre structure, c'est justement que pour officialiser, ou bien pourquoi est-ce que finalement vous voulez devenir une structure holacratique? Je te pose cette question parce que, sauf erreur, tu me l'avais dit, finalement, vous évoluiez déjà de cette manière-là. Il n'y avait pas de hiérarchie, vous évoluez en cercle ou en groupe. Donc, qu'est-ce qui te pousse ou vous pousse à franchir, à passer ce cap? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on le fait effectivement naturellement, mais en le faisant naturellement, on n'est pas assez rigoureux. Donc, on a besoin d'avoir aussi un outil qui permette justement de transmettre l'information, de pouvoir voir qui fait quoi. Et aujourd'hui, on ne l'a pas intégré. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que même si on a déjà, et c'est pour ça qu'on a un taux d'adhésion aussi élevé, même si on a déjà la culture qui est vraiment dans le bon sens, il faut maintenant l'appliquer. Et toute méthodologie qui est mise en place, elle a une certaine rigueur, elle a des ambassadeurs, il y a plein de choses pour que ça fonctionne. On ne peut pas juste dire « Ah ouais, je passe en holacratique parce que ça fait beau et puis que c'est la mode ». Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a aussi un besoin d'avoir un outil, il y a un besoin d'avoir une meilleure communication, il y a un besoin parce que les choses évoluent très vite au sein de l'organisation, il y a aussi un besoin de redonner encore plus d'autonomie aux équipes. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, l'outil ou la méthodologie de travail qui contient un outil nous permettra de justement combler aujourd'hui les quelques manques qu'on a et puis de mieux communiquer, d'être plus au clair pour les gens, parce que les gens ont ce besoin. Quand tu grandis aussi vite, c'est clair que tu as besoin d'avoir un peu plus de structure et de le faire de manière holacratique, c'est quelque chose qui nous correspond bien parce qu'on a cette culture et puis que c'est quelque chose qui nous parle. Et donc aujourd'hui, il y a le 100% des personnes qui sont favorables ou bien... Ouais, on est à 92%, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est normal, il y a toujours des gens qui sont contre. Il faut savoir qu'au tout début, sur la première explication qu'on avait, on était à 70%. Et puis, il y avait 30% de gens qui disaient « Je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas assez d'infos ». Donc, on a donné à ces 30% plus d'infos. Puis, au total, on est à plus de 90% d'adhésion. Donc, ce qui est hyper positif. Puis, les 10% restants, enfin les 8% restants, ce n'est pas qu'ils sont complètement contre. C'est simplement qu'ils disent peut-être que je ne vois pas l'avantage que ça pourra avoir pour moi, etc. Mais c'est à nous de les convaincre que ça fonctionne. Et puis, mais quand on voit qu'il y a plus de 90% des gens qui sont convaincus, c'est que je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais du coup, là vous attendez pas que le 100% soit... Non. Ouais, ok. Ouais, je pensais que vous attendiez Non, pas du ça. tout. Ok, d'accord. Parce que justement, j'avais entendu une personne responsable d'une entreprise holacratique, enfin de type organisation holacratique, où cette personne me disait que au final dans les cercles, il y a quand même une, je sais plus comment il l'appelait, mais on va dire une personne qui va, si besoin, mais généralement ils n'en arrivent pas là, qui doit trancher. Par exemple, il y a, je sais pas, un cercle de 9 personnes, et à un moment donné, s'il y a vraiment 50-50, il y a une personne qui doit dire bon, maintenant voilà, c'est comme ça, et puis on va de l'avant de cette manière-là. Non, tout à fait, mais holacratique ne veut pas dire qu'il n'y a pas... faut s'enlever de la tête que holacratique veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et je pense que c'est important. Voilà, mais c'est extrêmement important, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire n'importe quoi. Non, il faut que ce soit en ligne avec la vision d'entreprise, en ligne avec les valeurs.
On n'est pas tout seul à faire un truc, on est quand même en équipe. Mais ça permet de pouvoir éviter de passer par 15 000 canaux, 15 000 demandes. On peut en équipe, si le projet fait sens par rapport à la vision de la boîte ou aux valeurs de la société, on peut être maître de ce projet-là et puis le mettre en avant et puis avancer, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut et puis qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est important de savoir que c'est une structure avec des outils qui sont établis et des règles et une constitution qui est signée et lue par tout le monde. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc il y a une grande flexibilité, certes, mais ça doit être en lien avec les valeurs et la vision de la société. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet de faire éclore certaines personnes qui ont un talent et puis qui l'ont peut-être pas trop mis en avant, mais ça leur permet, si elles le souhaitent, d'éclore justement. Et puis c'est aussi un des avantages de la méthodologie. Et donc constitution qui est égale en fait à des règles de base de vie qu'on pourrait avoir à la maison, quoi. Exactement. Ouais. Un cadre. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, pour revenir sur le fait que si tu recommençais l'entreprise à zéro, est-ce que tu partirais d'office sur un modèle de ce genre? Alors je pense que si je recommençais à zéro, je le ferais directement, ouais. Communauté, entreprise holacratique, Ouais. et puis fun. Exactement. Puis transparence, ça c'est important, et authentique, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Mm-hmm. Ok. Et maintenant, pour parler un peu de... donc, tu le dis souvent, hein, tu fais beaucoup d'erreurs, ou vous faites beaucoup d'erreurs, et ça vous fait grandir. Vous prenez le feedback constructif ou les retours négatifs des personnes pour vous développer. Est-ce qu'il y aurait je dis erreur, mais voilà, des fois ça a peut-être un peu une notion un peu négative comme ça, mais une erreur ou un problème qui te vient à la tête, qui t'a fait grandir, toi en tant que personne, ou Coca en tant qu'organisme, en tant qu'entreprise? Écoute, je pense qu'il y en a énormément. Il y en a une comme ça qui me vient à la tête, c'est à l'époque, après 3 ans d'existence de Coca, on a décidé de monter Coca en France, et puis on a monté une boîte là-bas, et puis après 8 ans, on a décidé de la fermer. Et pour moi, c'était une grosse erreur parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu commences, tu te dis « Ah ouais, cool, je vais ouvrir dans plein d'endroits, etc. etc. » Tu t'imagines être certainement le roi du monde à ce moment-là, mais en réalité, moi aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Mais ça veut dire que tu n'as pas trop d'ambition ». Moi, je dis non, l'ambition que j'ai, c'est déjà de faire les choses vachement bien dans mon pays. Et puis, une fois qu'on aura développé les choses, qu'on aura fait les choses correctement, là, on pourra peut-être réfléchir à aller ailleurs, même si encore, je mets une réserve là-dessus. Je pense que c'est important et c'était une erreur parce qu'il y a une culture différente, il y a une culture différente au niveau administratif. Le fait qu'on soit suisse et puis qu'on ouvre une antenne en France, on a eu plein d'embêtements avec l'administration française. Donc, on a senti qu'on n'était pas les bienvenus. Mais quand tu commences et puis que tu es un petit peu foufou, tu dis ah, c'est bon, j'y vais, etc. Mais ça nous a coûté beaucoup d'argent, ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis ça, c'est au détriment de notre communauté ici. Et ça, c'est une erreur que je ne referai plus. Je pense que c'est important de déjà bien performer chez soi, autour d'où on est, avant de pouvoir avoir la volonté de dire ouais, je vais ouvrir dans 14 pays, etc. Alors, certaines personnes vont le prendre plus comme une vision médiocre, dire ouais, voilà, vous n'êtes pas capable, etc. Alors certes, on n'est pas capable, mais je pense qu'on se doit d'être d'abord excellent, ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui, chez nous, et puis quand on sera suffisamment bon, si on doit partager ce savoir et peut-être le développer ailleurs, on peut. Et des demandes, on en a plein de pays qui nous disent « Ah, mais pourquoi vous ne montez pas là ? Ah, je m'occupe de tout, etc. » Mais c'est que les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. D'abord, être bon chez soi, de vraiment servir correctement sa communauté première avant d'avoir des velléités de partir à gauche et à droite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mais où est cette limite ? Quand est-ce que vous serez excellent ? Écoute, pour moi, il y a énormément de choses qu'on doit améliorer. C'est pour ça que c'est une très bonne question de dire à quel moment on sera excellent. Pour moi, je pense qu'on ne sera jamais excellent. Ouais, on est toujours en constante amélioration. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de choses à faire. Et de se dire, mais attends, demain, j'ouvre ailleurs au détriment
de la qualité que je pourrais offrir à ma communauté, c'est pour moi un manque de respect vis-à-vis de cette communauté, vis-à-vis des gens qui nous font confiance. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut déjà qu'on soit au top de chez top, et il faut qu'on travaille là-dessus, sur cette amélioration continue, sur le fait de vraiment offrir un service qui soit au top, une expérience qui soit au top, des offres qui soient adéquates, un échange avec la communauté qui soit excellent. Et ça pour moi, c'est des éléments qui sont essentiels. Ok, ben merci. Je te dis merci parce que je suis un Caucasien en fait, concrètement. Ma copine, merci à toi. Ma copine des fois me dit que j'achète un peu, que je suis un acheteur compulsif, mais que avec Coca. Oh. Non, mais j'exagère. Je suis quand même très... Enfin, j'achète pas pour acheter, quoi. Mais par exemple, j'ai récemment, je partage ça rapidement parce que justement c'était cool que je vienne te voir aujourd'hui. J'ai eu une expérience avec votre service après-vente. J'ai eu un problème avec un parapluie que j'ai acheté récemment. J'ai jamais eu de parapluie, et puis il y a eu une belle offre, je dis, parce que c'était un parapluie qui est fait en PET. Tout à fait. Beau nuage. Et j'ai eu un problème, et bref, du coup, je me dis, je vais essayer d'écrire, on va voir si j'ai la réponse avant que je te voie. J'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Sincèrement, ça s'est bien passé. Je le dis pas parce que tu es devant moi, mais ils m'ont répondu, elle m'a répondu très rapidement. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, parce que je suis passé par votre app, et apparemment, en tout cas, c'est ce qui était écrit dans votre app, ça prend un peu plus de temps si on passe par votre app. Je me suis dit quand même, je teste, et finalement, elle m'a répondu un jour après. J'ai envoyé des photos, elle m'a répondu ce matin en fait. J'ai fait ça les jours fériés. Enfin bref, ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'était un peu le moment pour te remercier, parce que c'est vrai que c'est hyper... j'ai envie de dire, en tout cas moi ça me touche, dans le sens où c'est beau ce que tu dis, de dire qu'en premier on va donner, j'ai envie de dire, à la Suisse romande, et peut-être après à la Suisse entière, ou en tout cas suisse alémanique, le maximum de vous-même. C'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, assez incroyable et cool, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Bon, on oublie souvent qu'on on est au service finalement de notre communauté, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de clients chez nous, tu vois. Les sites qui se réfèrent à des articles de loi, de leurs conditions générales, etc., pour moi, ils devraient changer et plutôt respecter cette communauté en disant, si quelqu'un prend la peine de m'écrire parce qu'il a une problématique ou autre, je me dois de prendre la peine de rapidement lui répondre et puis de lui trouver une solution. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit qui devrait, qui est déjà en train de changer. On voit qu'il y a plein d'améliorations, et ça fait plaisir à voir. Et donc, toi, tu fais partie, je ne sais pas si c'est toujours le cas, d'une association ou d'une communauté de responsables, dirigeants d'entreprise. C'est le YPO, hein, c'est juste ? Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que tu y es, et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de faire partie d'un organisme comme ça où il y a des responsables d'entreprise, dirigeantes, cofondateurs, fondateurs, directeurs général, CEO. Qu'est-ce que t'apporte cette communauté de personnes ? C'est une bonne question, parce qu'au départ, je suis anti toutes ces associations, ces groupes, machin, etc. Là, ce qui m'a séduit, c'est vraiment le fait que, déjà, c'est ou des personnes très haut placées, ou des dirigeants d'entreprise qui sont bien meilleurs que moi, si ce n'est 1000 fois meilleurs que moi, et qui gèrent alors, certains gèrent des milliers d'employés. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est l'échange que tu peux avoir quand parfois tu as une décision difficile à prendre, ou quand parfois tu as une problématique, que ce soit étant au niveau perso, au niveau business, ou bien au niveau, je dirais, familial. Des fois, tu peux te retrouver un peu seul dans une prise de décision, et de pouvoir finalement échanger avec des gens qui ont une expérience bien plus grande que la tienne. Ça te permet de prendre une décision qui est meilleure aussi. Et pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment échanger avec des personnes que je respecte énormément, et qui sont excellentes, et qui excellent vraiment dans leur domaine, qui ont des gens qui ont des business qui sont
internationaux, des gens qui ont des business plus locaux. Et le fait d'avoir justement ces échanges avec toutes ces personnes, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques, qu'à un moment donné, on est confronté à certaines choses et comment on peut les surmonter et de se sentir justement un peu moins seul et puis de voir qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. C'est des partages d'expériences qui sont géniaux. Et pour moi, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît. Après, tout ce qui est événements à côté, machin, ça m'intéresse moins. Mais vraiment, cette partie d'échange qui se pratique une fois par mois, elle est pour moi hyper importante, elle est vraiment intéressante et la possibilité aussi de pouvoir faire appel finalement à ces personnes-là quand on a une grosse problématique pour justement en débattre et pouvoir essayer de trouver une solution, elle est très précieuse pour moi aujourd'hui. Et ça fait longtemps que tu fais partie de ce groupe? Ça fait maintenant 3-4 ans. 3-4 ans. Et avant, tu étais nulle part? Non, j'étais nulle part, mais j'avais un ou deux mentors, une ou deux personnes avec qui je pouvais échanger. J'ai pas, je dirais, une personne spécifique. C'est vrai que j'aime bien échanger, j'aime bien écouter, j'aime bien partager aussi. Donc pour moi, là, ça m'a donné peut-être un peu plus de maturité, je dirais. Et ces mentors que tu avais avant, c'est des personnes, c'est des amis ou c'est c'est des personnes qui sont proches, c'est des personnes qui sont aussi dans ma famille, c'est aussi des personnes avec qui j'ai collaboré à l'époque. Donc pour moi, c'est aussi une question de valeur, tu vois, une question de partager aussi des moments qui soient un petit peu différents et qui aient vraiment une plus-value dans la prise de décision que je vais avoir ou dans les doutes que je pourrais avoir. Ok, et donc cette partie-là, pour toi, elle est importante aujourd'hui? Ou est-ce que dès le début, elle était importante de pouvoir échanger sur certaines problématiques? Ou est-ce que aujourd'hui, tu ressens un besoin qui est devenu plus important? Alors, je ne ressens pas qu'il y a un besoin plus important. D'ailleurs, j'ai peu de thèmes que je traite avec ce groupe-là, mais je sais que quand j'ai une problématique, peut-être en termes de management ou en termes de décision de vie ou autre, c'est hyper chouette d'avoir un regard qui soit complètement différent du tien et puis qui challenge aussi ta position ou ce que tu souhaites. Et ça, pour moi, je trouve que c'est des trucs qui sont essentiels. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que je dois absolument vivre avec ça, mais pour moi, c'est aujourd'hui, en plus, dans le groupe où je suis, les gens sont tellement excellents que pour moi, c'est vraiment, chaque fois que je les vois, c'est une bénédiction, quoi. C'est vraiment cool. Je veux dire, il y a un échange qui est hyper intéressant, il y a un challenge qui est vraiment chouette. Et quand je vois le temps investi une fois par mois pour ça, sur ce que ça m'apporte sur le reste de l'année, c'est excellent, quoi. Le ratio, il est top. Ok. Pour passer un peu à la deuxième partie, qui est plus courte, hein, je te rassure. Donc c'est un peu plus ta vie privée, vie personnelle, privée. Toi, concrètement, comment est-ce que tu gères s'il y a une façon de gérer ta vie professionnelle, familiale? J'avais lu ou entendu que tu as une fille depuis 2016. Tout à fait. Là, je ne sais pas si tu as d'autres enfants, mais en tout cas, 2016, donc ça fait 5 ans. Donc, avant ça, 11 ans avec Coca. Et puis, il y a un enfant qui entre dans l'équation. Comment est-ce que tu gères cet équilibre? C'est une bonne question. Si tu veux, moi j'ai toujours privilégié le fait de garder des activités à gauche, à droite. Après, c'est une question d'organisation en fait, c'est de s'organiser. On peut être bordélique, mais avoir une organisation qui soit géniale. Et pour moi, bien évidemment, que ma famille est extrêmement importante et je la mets en priorité sur tout ce que je fais. Donc, pour moi, je passe du temps de qualité avec ma femme et ma fille. J'essaye vraiment de privilégier ça et la chance que j'ai, c'est aussi d'avoir une épouse qui est aussi entrepreneuse, qui est aussi ultra flexible et puis on a vraiment, je dirais, grâce à elle, un super setup dans notre vie au quotidien, ce qui nous permet d'avoir aussi, je dirais, une vie sociale hyper active, d'avoir des super moments ensemble et puis de pouvoir travailler beaucoup quand il faut travailler beaucoup. Donc le fait de pouvoir finalement s'organiser fait qu'on arrive à finalement jongler avec tout ça, plus à côté encore
les événements sportifs ou quand on peut les faire, bien sûr, mais toutes les choses qui est à côté. Donc pour moi, c'est important, c'est un équilibre à trouver. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui comprend ce que je fais parce qu'elle-même étant entrepreneuse, et puis qui me soutient et qui finalement va aussi challenger certaines de mes idées. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je t'ai entendu dire que bosser, quand on entend les personnes qui disent qu'ils bossent 100, 120, 200, peu importe, mais des nombres assez exagérés d'heures par semaine, pour toi c'est complètement fou et concrètement improductif. Toi, est-ce que tu saurais dire à peu près combien d'heures environ par semaine tu passes Bon, ce qu'il y a, c'est que toi, tu as plusieurs projets, donc peut-être c'est un peu difficile, mais par exemple, quelle est une journée type pour toi? Alors, c'est très compliqué de répondre parce que c'est toujours très, 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 très variable. Maintenant, effectivement, j'ai dit que de passer 200 heures par semaine ou 150 heures par semaine ou 100 heures par semaine, c'était énorme. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait moi. Moi, je suis passé par là aussi au départ de ce que j'ai monté. Et quand il y a des projets sur lesquels je dois vraiment investir, je m'investis. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas être tout le temps comme ça. Et c'est aussi important vis-à-vis de mes collègues. Moi, j'ai des collègues qui peuvent d'un coup bosser 12-14 heures par semaine pendant une période. Mais après, c'est important pour moi qu'ils reprennent le temps qu'ils ont passé en plus ou qu'ils puissent avoir du temps pour eux. Pourquoi ? Parce que en fait, de travailler énormément tout le temps, c'est pas sain d'une part, et surtout ça apporte pas une qualité de travail qui soit excellente, et en plus de ça, il y a une dégradation pour la personne qui fait ça, et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que effectivement les gens puissent accomplir leur mission, et s'ils ont besoin de ressources supplémentaires, on doit leur apporter ça, et on doit être autant à l'écoute de notre collaborateur que être vigilant par rapport à ça, et ça c'est important, et c'est ce que j'essaie de pratiquer aussi avec moi. Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, mais ça ne m'empêche pas d'être organisé pour, même si je veux travailler 14 heures par jour, mais pour passer du temps pour moi, parce que l'équilibre finalement de toutes les choses, le fait d'avoir du temps perso, d'avoir du temps en famille, d'avoir du temps au travail, fait qu'on sera meilleur si l'équilibre il est juste. Si l'équilibre il est complètement altéré et puis qu'on n'est que au boulot, on va faire des erreurs, on va être moins bon, on va être moins créatif, et c'est pas de la bonne qualité qu'on va fournir. Donc, mais te dire aujourd'hui une journée type, pour moi, c'est venir ici. Non, moi, ce que j'aime bien, effectivement, c'est le contact. Alors, une journée type, elle peut s'articuler de 1 million de façons différentes pour moi. Alors oui, j'aime pas trop les agendas, mais j'ai un agenda avec des rendez-vous parce que c'est quand même bien de pouvoir fixer des rendez-vous quand il faut, parce que ça fait partie de notre société. Mais j'aime bien avoir la flexibilité de me dire, OK, là, je vais partir à tel endroit parce que c'est important d'aller voir ça, de pouvoir stimuler telle équipe, de pouvoir échanger avec telle équipe et d'avoir en fait finalement cette variété au quotidien. Pour moi, c'est important. Mais ça, je veux dire, ça débute entre 5 heures du matin et 7 heures du matin. Ça dépend les jours, ça dépend et puis ça peut finir, par exemple, ce soir, je sais que je vais finir aux alentours de minuit, 1 heure. Donc voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours où je vais finir vachement plus tôt. C'est simplement une façon de s'organiser. Et pour moi, je veux surtout pas que ce soit orienté que job ou que famille ou que perso. Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit fait en fait entre les trois pour finalement être bien. Et le sommeil dans tout ça? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. En plus, je n'ai pas un super bon sommeil malheureusement pour l'instant, mais j'y travaille. Tu travailles comment? Moi, j'y travaille en faisant plein de choses, plein de changements, plein de changements alimentaires aussi. Mais toi, ça c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, je trouve que la qualité de mon sommeil n'est pas excellente, qu'elle peut être encore vachement améliorée. Alors, elle est due à certainement plein de facteurs sociaux aussi, parce que je vois beaucoup de monde le soir, et puis souvent ça se traduit avec un festin. Donc après c'est difficile de bien dormir. Donc non, donc j'essaie de me mettre aussi des règles, de dire voilà, écoute, cette semaine tu vas essayer d'aller te coucher vachement plus tôt, et puis tu seras au lit aux alentours de 22h30 par exemple. Tu vois, c'est difficile, mais en se disciplinant parfois, on arrive aussi à des résultats qui sont meilleurs. Mais voilà, mais de dire que alors le sommeil c'est clairement important. Je pense qu'il peut être encore amélioré chez moi, et puis qu'il ne tient qu'à moi de se bouger pour que ça puisse fonctionner.
J'ai un podcast à te conseiller si ça t'intéresse. Je te l'envoie après. Mais ouais, donc ok, je comprends bien. Donc ta vie en fait, enfin t'as pas une routine quoi. T'as pas une routine matinale, t'as pas une routine nocturne ou du soir. C'est par phase ou par période ou des fois tu vas énormément travailler, des fois un peu moins entre guillemets. Après, le travail, pour moi, il est aussi allié au fun. Tu vois, je veux dire, est-ce que le fait d'aller à un événement où je vais donner une conférence, c'est du travail? Alors, peut-être du travail en amont, mais c'est aussi du fun parce que j'ai plaisir à partager ces informations. Est-ce que le fait de partir sur un événement où je vais écouter quelque chose qui va m'être utile pour finalement aiguiser peut-être certaines choses dans ma vision, c'est du boulot. Je ne sais pas, le fait de le week-end voir du monde et d'échanger autour de ce qu'on fait comme projet, c'est du travail. Ça dépend où se passe la limite. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas dans mon cas à moi, que le travail s'arrête jamais indirectement, mais qu'au final, ça m'empêche pas d'allier ça avec ma vie privée et puis mes loisirs. Donc voilà, c'est un tout. C'est juste de trouver bien sa place par rapport à ça. Je vais pas te dire, ouais, il est 17h, je réponds plus. Non, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai une routine peut-être quelques jours de la semaine où je sais que le matin, je vais passer de 7h à 8h30 avec ma fille. Et puis, soit avant ça, je vais travailler parce que je me suis levé plus tôt. Mais c'est un moment que j'aime bien faire. C'est quelque chose que je fais fréquemment. Et puis, le soir, entre telle heure, c'est moi qui vais m'occuper d'elle et de la coucher. Mais il y a des soirs où ça va pas être possible. Donc voilà, ça dépend. Mais j'ai quand même certaines choses que j'essaie de garder qui sont une trame, si on veut bien, mais qui peut évoluer. Ok, d'accord. Est-ce que, je reviens rapidement sur ce que tu as dit par rapport au fait que finalement, ton travail, moi je le vis aussi à mon échelle, mais en fait, je réponds tout le temps au téléphone. Je sais pas qu'à 18h ou à 19h, c'est fini. Je vais écouter un podcast de développement, par exemple par rapport au leadership. Voilà, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Mais concrètement, c'est en pensant à l'entreprise aussi. Et les week-ends, ben, c'est pareil. Ça c'est... Est-ce que toi, tu pourrais faire un parallèle avec... ça fait longtemps que tu as créé Coca, mais au début, tu travaillais, donc tu étais IT manager et en parallèle, les soirs, tu bossais sur ce projet Coca. Est-ce que tu ressentais la même chose quand tu étais IT manager? Bien sûr. La société pour laquelle je bossais, pour moi, c'était comme si c'était ma boîte. Tu vois, Okay. Mais après, c'est une question de culture. Moi, je vois, il y a des générations mais qui sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, puis qui ont besoin d'avoir une coupure à telle heure. Mais c'est OK. Je veux dire, c'est des choses à respecter. On est tous faits différemment. Moi, je voudrais pas, aujourd'hui, et je souhaite pas que mes collègues soient 24 heures sur 24 disponibles, machin, etc. Non, je veux dire, on a des échanges à avoir les uns avec les autres. Après, il y a des niveaux d'urgence. S'il y a quelque chose d'urgent à faire, on trouvera une solution pour la gérer. Il y a toujours, on est suffisamment dans l'équipe pour pouvoir dire, attends, moi je suis dispo, je vais donner un petit coup de main parce qu'il y en a un qui a pas fait la chose correctement, donc je corrige vite, etc. C'est une question de bon sens, mais d'avoir les gens qui sont dérangés constamment puis qui sont constamment au taquet, c'est pas sain non plus, tu vois. C'est important d'avoir aussi quelque chose qui soit quand même structuré. Et puis si quelqu'un donne plus à un moment donné, il faut qu'elle puisse récupérer aussi, il faut qu'elle puisse prendre le temps pour récupérer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mais ça ménage différemment d'une semaine à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une période à l'autre, en fonction de la quantité de travail qu'il y a. Et s'il y a trop de travail, il ne faut pas que les gens s'usent, il faut que les gens se fassent aider, et puis qu'on ait peut-être plus de ressources qui viennent donner un petit coup de pouce. Et il faut être à l'écoute de ça. Ça, c'est très important. Et donc, toi-même, tu prends ce temps parfois? Alors, dans mon cas, moi, j'essaye de prendre ce temps. Et puis, oui. Et puis, mais on ne dirait pas comme ça, mais je suis extrêmement bien épaulé par mes collègues. Et j'ai la chance d'avoir une équipe en or. Sans cette équipe-là, je ne pourrais pas être là en train de faire un podcast maintenant. Non, j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir une équipe qui est 10 fois meilleure que moi, mais qui m'aide et puis qui me soutient quand il y a des moments peut-être un petit peu plus chauds et qui comprend aussi. Donc, pour moi, ça, c'est d'une valeur inestimable. Et est-ce que tu as d'autres moyens
que cette équipe qui t'épaule. Donc, tu as parlé de ta femme qui te soutient aussi. Mais est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que tu lis pour on va dire, te reposer mentalement, ou du sport, ou tu peins, je sais pas, est-ce que tu as des activités comme ça qui t'aident dans la vie de tous les jours? Alors, en temps normal, effectivement, le sport, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis, je déroge pas, là. Malheureusement, je suis à une fréquence qui est plus que d'une fois par semaine. Mais ce que j'aime bien, c'est faire 3, 4 fois par semaine du sport, que ce soit de la course, que ce soit au sein du hockey ou du skater hockey que je pratique, ou que ce soit d'aller juste faire un petit peu enfin, me défouler un peu. C'est des éléments qui sont importants pour moi. Alors, je dirais que dû à la situation actuelle, ça a été un petit peu moins évident. Mais c'est des choses qui sont pour moi importantes. Ça fait partie de l'équilibre qu'on peut avoir. Et ça, je pense que c'est capital. Et il faut garder ces moments-là en place parce qu'ils permettent aussi de réfléchir différemment, de faire le vide. Donc, c'est pour moi des choses qui sont très importantes. Tu as pu remplacer le sport par quelque chose d'autre, ou bien ou pas? Alors, tu parlais de lecture. Moi, je lis très peu, je dirais, en termes de bouquins, sauf si vraiment, c'est un de mes collègues qui me dit, il faut vraiment que tu lises, c'est très important, etc. Alors là, mais je lis beaucoup en ligne, en fait. Les articles. Voilà, exactement. Ouais. C'est... Ok. Et justement, à ce propos, tu as que ce soit un site ou un livre qui t'a marqué, un documentaire ou autre que tu recommanderais ou que tu recommandes régulièrement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un livre qui a été fait par les fondateurs de Basecamp que je recommande. Le nom m'échappe, mais si on tape Basecamp livre, on trouve hyper facilement. Et là, ça explique un peu la philosophie, le fait aussi de la culture d'entreprise qui est finalement très proche à ce qu'on a. Et ça, c'est un de mes collègues qui me disait, mais regarde, on pourrait presque croire que c'est toi qui l'as écrit. Et c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai pu améliorer encore beaucoup de choses au sein de Coca suite à ça. Donc, c'est pour moi des éléments qui sont importants aussi. Et puis après, il y a plusieurs sites de news sur lesquels j'aime bien lire quelques articles. Et voilà, mais c'est mon environnement un peu à moi. Mais il y a aussi un livre que je recommande en tout cas, mais que je n'ai pas lu directement. Qui s'appelle Delivering Happiness, qui a été fait par un des fondateurs de Zappos. Alors je ne l'ai pas lu directement parce que oui, je l'ai lu en partie parce que ça correspond complètement à notre philosophie et ça m'a permis aussi, comme le livre précédent, de pouvoir justement améliorer certaines choses, même si on était déjà très en ligne en termes de culture. Ça m'a permis d'aller vraiment une étape plus loin. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui me plaisent, qui font écho et puis je pense qu'ils sont importantes de suivre ou de lire. Ok, merci. Le livre de Basecamp dont tu parles, j'ai plus son nom, mais je crois, je suis à 95% sûr qu'un des invités de ce podcast l'a également recommandé. Et il me semble que c'est Grégory. Mais bon, voilà. Donc, on tape Basecamp et on le trouve. Oui, bien sûr. Du coup, il faudra que je le lise parce que t'es la deuxième personne qui le recommande. Et donc, écoute, on va gentiment clôturer cet épisode. Donc, merci beaucoup. Juste avant qu'on clôture, je pose cette question à chaque invité. Donc, qu'est-ce que le succès pour toi? Alors pour moi, le succès, c'est quand ton équipe elle est suffisamment épanouie et puis que finalement ta communauté aussi elle est extrêmement épanouie. Et quand tu arrives à avoir finalement les deux et puis que tu arrives à rendre tout le monde heureux finalement, pour moi là, on peut commencer à parler de succès. Mais c'est vraiment le fait d'avoir ton équipe qui ait pu éclore, qui ait pu se développer, et puis ta communauté qui soit la plus heureuse du monde. Et ça, pour moi, là, on peut commencer à pouvoir peut-être parler de succès. Donc, c'est l'équation communauté et équipe, quoi. Tout à fait. Ok. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ou par où est-ce que les gens peuvent te contacter ou... Il y a beaucoup de gens qui me contactent par LinkedIn, sinon par email. Donc, en principe, je réponds à tous mes emails. Alors, des fois, je peux avoir un peu de retard suivant l'urgence du mail, mais je suis en principe facilement joignable. Ok. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir finalement fait cet épisode. C'est sympa. Merci beaucoup, Brian. Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous dis au dernier vendredi du mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.